Vous êtes 5 minutes, monsieur le député. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, beaucoup de questions ont déjà été posées, mais pour aborder la question sous l'angle plutôt luxembourgeois et des 63 000 hectares concernés, j'aimerais savoir si vous allez prendre des mesures qui vont faire en sorte de pouvoir assurer la préservation des animaux dans la zone concernée et d'éviter leur divagation à l'extérieur, parce que c'est la crainte évidemment, avec toutes les conséquences et les corollaires que cela va avoir, notamment sur l'activité de la chasse qui va débuter d'ici 15 jours maintenant, la propagation de la maladie au niveau du secteur sylvicole, où on le sait, il y a nombre d'exploitations, que ce soit au niveau des forêts, mais au niveau des pépiniéristes et la saison des sapins de Noël qui arrive. Si la zone devait être agrandie, cela poserait évidemment des problèmes en termes d'exploitation. Il y a aussi toute l'activité touristique qui risque d'être affectée si la zone devait être étendue. En termes économiques, c'est non négligeable. Pour le secteur hôtelier, on sait que c'est la période des champignons, on sait que c'est la période où les gens se baladent en forêt à vélo, à pied, et qu'il y a nombre de marches qui sont organisées. Il y a évidemment cette question de la propagation. Quelles sont les mesures que vous allez prendre à ce propos, que ce soit en pause de clôture, puisque cette question a été évoquée effectivement dans d'autres pays, et la pose de la clôture a permis justement de cantonner les animaux dans une parcelle déterminée sur un territoire déterminé. Et deux, en termes de destruction, est-ce qu'il y a des mesures qui vont être prises afin de réduire le nombre d'individus dans cette zone et d'éradiquer complètement l'existence de ceux-ci? Je pense que ce sont des questions qui interpellent sur le terrain nombre de professionnels, mais également la population, qui craint au jour le jour de voir débarquer des sangliers ou de trouver des sangliers le long des routes ou dans les champs. Donc, quelles sont les perspectives que vous allez développer afin de pouvoir essayer de cantonner la divagation des animaux et la diffusion de la chose? Je ne peux pas souscrire à l'idée qui vient d'être émise par Mme Reckmans quant au fait de dire que la suppression du nourrissage est une solution. Je pense que le fait de ne pas nourrir à certains endroits risque au contraire de faire en sorte que les animaux quittent le territoire et justement soient à l'origine de la propagation de la maladie. Donc il faut pouvoir trouver tous les stratagèmes qui puissent permettre de cantonner le phénomène là où il se produit et d'éviter sa divagation. Donc mes questions, elles sont claires et précises et vont dans ce sens. Et pour le surplus, mon collègue Decken interviendra sur le volet plutôt agricole du dossier. Je vous remercie pour les réponses que vous pourrez apporter. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Ministre, chers collègues, il faut le préciser, aujourd'hui, il n'y a aucun élevage porcin qui a été touché par l'épizootie. Ce sont des sangliers. Et donc, aujourd'hui, les élevages porcins de Wallonie, de Belgique, ne sont pas touchés par cette épizootie. Il n'empêche, l'impact potentiel est énorme pour le secteur. En Wallonie, nous avons 500 éleveurs de porcs et ils peuvent être bien sûr touchés de plein fouet par cette potentielle crise. D'une part, nous avons un risque sur les prix. 10 centimes de moins déjà en cotation cette semaine, probablement d'après les premières tendances 20 centimes de moins la semaine prochaine au kilo. C'est une baisse quasiment identique en termes de pourcentage de prix de vente. C'est donc une chute énorme en dessous du prix de revient pour l'éleveur. Deuxième élément important, ça risque de bloquer le marché. Nous avons un marché essentiellement exportateur au niveau belge et donc nous avons un risque de saturation du marché belge. Qui dit saturation du marché belge dit aussi un problème non seulement de prix de vente, mais également d'éleveurs qui vont se retrouver avec des quantités de porcs qui sont arrivées à maturité et qui ne pourront plus écouler. Et donc là, il y a aussi une vraie question. Alors on pourrait dire il y a en Wallonie une partie d'élevage qui est un élevage extensif, bio ou de plein air et qui pourrait être moins touché par ça. Non, je pense que les deux filières, à la fois la filière classique risque d'être touchée par les embargos qui ont été décidés par 11 pays, par une chute des prix, mais c'est aussi le cas pour les élevages bio et les élevages de plein air qui sont en plus confrontés à un problème, c'est que ces porcs-là, ils sont en termes d'infrastructure prévus pour être en partie ou totalement à l'extérieur. Et donc là aussi, il faut trouver des solutions. Donc j'attends de vous, Monsieur le Ministre, que nous donniez quelles sont les pistes sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui. Sur les dédommagements, là, il faut qu'on puisse se tourner vers le fédéral puisque les conséquences économiques des épizooties relèvent du fédéral. Et enfin, je pense qu'il y a aussi nécessité d'avoir une discussion à l'échelle européenne. Allez-vous porter ce dossier à un prochain Conseil européen de l'agriculture? D'avance, je vous en remercie. Donc,
au ministre qui va réagir et répondre à l'ensemble des parlementaires. Nous vous écoutons. Pardon ? 15 minutes. Voilà, merci de toutes ces questions. 15 minutes, ça va être un peu compliqué, mais je vais faire de mon mieux. Madame Reckmans, vous aviez raison, la crise est là et on la craignait. On s'était d'ailleurs préparé puisque depuis de longs mois, une task force intergouvernementale a été mise en place avec l'AFSCA et avec les régions, ce qui a d'ailleurs amené le DNF à former une partie de ses agents, même à la collecte d'éventuels cadavres que l'on pourrait trouver, ce qui malheureusement a été le cas. Vous dites qu'il faut agir fort, il faut agir vite, il faut agir bien surtout. Vite, fort, mais bien. C'est ce qu'on a essayé de faire, et merci à M. Courard de l'avoir souligné. En réalité, nous nous sommes réunis le jeudi après-midi, avant d'avoir même la confirmation des analyses positives, entre l'AFSCA, le service public de Wallonie et en communication avec l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui décide du périmètre. Et c'est l'Union européenne qui a décidé que le périmètre de 63 000 hectares devait être ainsi fixé parce que c'est à partir des 2 cas que nous avons trouvés qu'on a tracé une distance de 20 km. En prenant évidemment aussi comme limite des limites, je dirais, naturelles, facilement identifiables, ou des routes à grande circulation. C'est ce qui explique la carte que vous avez certainement découvert. Le processus qui a été mis en place et qui nous a été recommandé par 2 experts envoyés par la Commission européenne qui étaient déjà là dès le week-end et que nous avons revu avec le commissaire à la santé lundi, c'est d'abord de détecter l'ensemble des cadavres ou des sangliers qui posent problème. C'est de le faire en évitant au maximum la dispersion des sangliers. Pourquoi ? Parce que quand un animal est infecté, il ne va plus faire que des mouvements extrêmement lents et d'ailleurs peu nombreux. Et donc, c'est l'objectif des mesures qui ont été décidées. On ne chasse plus et on ne chasse plus rien dans cette zone jusqu'au 14 octobre inclus. On ne nourrit plus non plus parce que le nourrissage à l'intérieur de la zone pourrait faire se rencontrer des animaux totalement sains avec des animaux infectés. Et troisièmement, la mesure difficile, j'en conviens, d'interdiction de toute circulation en forêt. Pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas le nourrissage à l'extérieur ? Simplement, et je vais là juste rappeler qu'en 2015, on n'a pas modifié toute la législation, on a simplement prolongé des mesures qui étaient qualifiées de transitoires. Je ne serai pas plus long à ce sujet-là. Simplement parce que les experts nous disent non, surtout, maintenez bien le nourrissage à l'extérieur de la zone, de manière à garder les animaux dans leur zone. Moi, évidemment, je ne peux pas parier devant vous qu'on ne va pas trouver un autre cas ailleurs. Mais ce qui nous est plutôt annoncé, à l'intérieur de la zone, c'est qu'on va vite s'apercevoir, et on est en train évidemment, au niveau des agents du DNF, qui se font aider pour les repérages des titulaires des droits de chasse, on est en train de, le plus rapidement possible, circonscrire le périmètre le plus précis possible. Et à l'intérieur de ces 63 000 hectares, d'avoir une zone évidemment beaucoup plus réduite, qui après va faire l'objet de mesures subséquentes, à savoir, peut-être, sans doute, on le précisera en fonction de la zone, imposer des clôtures. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse que l'on doit faire. C'est vraiment repérer, enlever les cadavres. Les enlèvements se font évidemment sous la responsabilité unique du DNF, qui par contre va se faire aider par la protection civile, laquelle évidemment est rompue à ces exercices en respectant toutes les mesures de biosécurité qui sont essentielles, avec des endroits limités de collecte et puis d'acheminement
vers le centre de destruction, après bien sûr que les analyses soient faites. Tout cela va prendre un certain temps. J'espère que ça n'ira pas au-delà d'un mois, mais je n'en suis pas certain. Et à ce moment-là, on pourra évidemment reconsidérer le périmètre de la zone et on pourra aussi, bien sûr, reconsidérer les mesures d'interdiction en forêt. Les conséquences, évidemment, pour les chasseurs sont importantes. Il faut savoir que les chasseurs, jusqu'à présent, se sont montrés des partenaires responsables qui ont compris l'importance des mesures, parce qu'on est évidemment dans un phénomène totalement exceptionnel et qui justifie que tout le monde y aille de sa responsabilité. C'est clair que par rapport aux communes, il y a l'invocation éventuelle du cas fortuit de la force majeure, etc. Ce sera des relations à apprécier au niveau des titulaires des baux de chasse. Et c'est clair aussi que nous évoquerons en gouvernement les mesures à cet égard, dans le cas notamment des responsabilités de la ministre des pouvoirs locaux. Au niveau des travaux forestiers, et je réponds à M. Évrard, en réalité, ce qui est indiqué comme route dans le code forestier et qui peut être, je dirais, fréquentée, c'est une route évidemment hydrocarbonée. Donc si on est sur une route hydrocarbonée, pavée, ouverte à tout véhicule en général, eh bien là, il peut y avoir la circulation. Par contre, si on est dans la forêt, dans tout territoire soumis au code forestier, et qu'on est sur des chemins qu'on qualifie de forestiers, eh bien là, l'arrêté ministériel d'interdiction de toute circulation est évidemment d'application, et je dirais de stricte application. En ce qui concerne les travaux, je veux aussi par exemple vous préciser que dans mes propres services, il y avait 9 chantiers visant les cours d'eau non navigables qui devaient démarrer. Je les ai fait suspendre. Évidemment, ce n'est pas l'idéal pour les entreprises, mais vous conviendrez que c'était également nécessaire. Je rencontrerai lundi les fédérations des exploitants forestiers de manière à apprécier avec eux les mesures qui sont à prendre. Bien entendu, tout dépendra du délai pendant lesquels les mesures d'interdiction de circulation vont prévaloir. J'espère que ce sera le moins longtemps possible et j'espère que très vite la zone pourra être considérablement diminuée dans sa surface. Par rapport évidemment aux autres secteurs et le secteur agricole en particulier, vous imaginez bien que cela mobilise une grande partie de nos énergies, qu'il s'agisse du ministre fédéral ou qu'il s'agisse aussi de ma collègue flamande, dans la mesure où vous le savez, plus de 92% des porcs produits en Belgique, et ils sont 6 500 000 sont produits en Flandre. 94% des exportations sont assurées à l'intérieur de l'Union européenne. Nous avons pour l'instant un statut indemne de peste porcine africaine dans nos ateliers porcins. Donc il n'est pas question de laisser s'imaginer que pour l'instant, l'élevage porcin serait frappé d'une quelconque interdiction. Par contre, dans le cadre de relations commerciales ou d'accords bilatéraux, certains pays peuvent, et certains l'ont déjà fait, décider de cesser leurs achats. Je viens de vous dire, même si c'est important, que ça ne représente encore, heureusement, que moins de 6% du volume des exportations. Il y a évidemment des contrôles renforcés qui sont menés, qui ont déjà été faits, qui vont encore être faits d'ici la fin de la semaine par l'AFSCA. Ce sont des contrôles personnalisés, avec bien entendu déjà des contacts qui ont été pris avec chaque éleveur. Il y a un éleveur qui a 1000 porcs, il y en a 3 qui en ont plus ou moins 400, il y en a quelques-uns qui en ont 50, et tout le reste, une soixantaine, c'est 1 ou 2 porcs, ou même pas du tout. Mais chacun mérite évidemment qu'on s'arrête à sa situation, qu'on rappelle les mesures de biosécurité, parce qu'il suffit d'un seul porc, quelque part, pour enlever le statut de pays indemne de peste porcine africaine dans l'élevage porcin. Concernant l'origine,
Moi, je ne défends aucune thèse. Je n'ai aucun sujet tabou. Je répercute simplement ce que me disent les experts, à la fois les experts de la faune sauvage, universitaires ou administratifs, et surtout ce que m'ont dit les 2 experts de l'Union européenne, à savoir qu'il y a de très fortes probabilités que c'est par le fait de l'homme que cette infection est arrivée chez nous. Pas nécessairement un sandwich, probablement d'après ce qu'ils disent, de la nourriture, effectivement, sous quelque forme que ce soit, mais aussi un véhicule, des vêtements, des chaussures. Et donc, quand on dit est-ce qu'on contrôle les chasseurs qui vont à l'extérieur, il faudrait alors contrôler tout public, y compris les touristes, y compris tous les voyageurs, parce que chacun est un vecteur potentiel de la maladie. Que se passe-t-il par rapport à l'indemnisation éventuelle en cas de stamping out? C'est bien entendu le Fonds sanitaire fédéral qui intervient, mais nous allons mettre en place des mesures et je reçois demain l'ensemble de la filière porcine agricole. Concernant les 2 pays voisins, le Grand-Duché de Luxembourg et la France, j'en ai reçu hier les responsables. En ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, il y a peu de lots de chasse. C'est le sud-ouest qui est concerné, mais il y a quand même une mesure prise qui est l'interdiction de la chasse en battue jusqu'au 14 octobre et une zone de surveillance pour tout le reste. Et en ce qui concerne la France, il y a une zone de 15 km de profondeur pour laquelle il y a interdiction de la chasse des grands ongulés et une zone de surveillance pour le reste, bien entendu. Bien sûr que par rapport, je reviens à l'origine, que par rapport à d'autres suspicions ou d'autres rumeurs ou d'autres choses qui se disent, j'ai voulu évidemment prendre toutes les précautions utiles. Donc j'ai fait recontacter les autorités judiciaires. J'ai redemandé l'ensemble des PV qui auraient été dressés depuis 10 ans, de manière à s'assurer qu'effectivement il n'y aurait pas eu d'importation qui serait de toute façon illégale, évidemment, puisque c'est interdit chez nous de tout sanglier venant d'autres pays. Et pour l'information complète, sachez qu'en France, par exemple, cette implantation possible de sangliers sauvages sur un territoire de chasse est admis, ce qui nous paraît relativement particulier et en tout cas ce que nous évitons depuis de nombreuses années. Concernant les risques pour la santé publique, je vais être totalement rassurant. Nous avons affaire à une maladie qui ne peut infecter que les sangliers, que les porcs, mais ça peut être aussi un cochon de loisir qui se trouve dans le fond du jardin ou un phacochère qui se trouverait par hasard sur notre territoire alors qu'on sait qu'ils sont sur d'autres continents. Ce sont les seules espèces qui sont concernées. Il n'y a pas de transmission à d'autres animaux et il n'y a absolument pas de transmission non plus à l'homme. Ce qui veut dire qu'on doit être totalement rassuré sur le plan de la santé publique. Mais, et je terminerai par là, vous l'avez dit et vous l'avez tous compris, ce qui se passe est évidemment extrêmement grave au niveau de notre économie, au niveau de plusieurs secteurs qui sont indirectement frappés, le secteur du tourisme, le secteur des travaux forestiers, le secteur de la valorisation du bois, le secteur aussi, bien entendu, qui est lié aux activités de la chasse, et aussi, je dirais, la prise en compte de toutes les valeurs sociétales de la forêt. On sait que la forêt, c'est un appel à la promenade, c'est un appel à la découverte. Cette partie de forêt dont j'espère qu'elle va évidemment être restreinte le plus rapidement possible, c'est 1/3 de la forêt luxembourgeoise. Et c'est vrai, Monsieur Évrard, la province et la Wallonie regorgent d'autres espaces ruraux ou urbains dans lesquels nos touristes vont pouvoir continuer à venir prendre des vacances ou des loisirs. L'objectif ici, il est clair, c'est l'éradication la plus rapide, c'est ça l'urgence, et les moyens que nous mettons en œuvre sont ceux qui ne nous ont pas été proposés, mais c'est vraiment ceux qui nous ont été vivement recommandés par la Commission européenne,
à la lumière de ce qui a été bien fait dans un seul pays, nous dit-on, à savoir la Tchéquie, et de tout ce qui a été justement un peu bricolé et sans doute mal fait dans beaucoup d'autres pays, puisque quand vous voyez la carte d'infection de la peste porcine africaine, elle couvre malheureusement la quasi-totalité des pays de l'Est. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le ministre. Ministre, pour la réponse apportée. J'espère que les mesures d'éradication pourront produire leurs effets rapidement et que nous pourrons circonscrire cet événement à un endroit déterminé et d'éviter ainsi la propagation des mesures à l'ensemble du territoire luxembourgeois, ce qui serait extrêmement préjudiciable à la fois à l'ensemble des secteurs, qu'ils soient horeca, sylvicole, horticole et également touristiques. Et donc, je pense que les mesures qui ont été prises sont des mesures de bon sens. Et je remercie le ministre pour le travail accompli parce que, au travers de sa réponse, il a démontré que depuis quelques jours, nombre de mesures de contact ont été prises. Ça nécessite un travail de fond extrêmement important et que la manière dont on doit aborder ce dossier est extrêmement complexe et qu'il n'y a pas de solution unique. Et donc, j'espère en tout cas que toutes ces mesures produiront les effets escomptés et que nous pourrons parler de ce dossier au passé d'ici quelques semaines. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour vos réponses qui montrent que vous avez pris le taureau par les cornes en prenant toute une série de mesures drastiques et qui s'imposaient. Ce n'est pas un travail fait en solo, c'est un travail fait avec les régions et les pays voisins, également main dans la main avec l'Union européenne, ce dont je me félicite également. Je voudrais vraiment vous rendre attentif, et je sais que vous rencontrez, vous l'avez dit, le secteur de l'élevage porcin demain, de façon à ce qu'il n'y ait pas de disparité de traitement. J'ai entendu certaines velléités du nord du pays peut-être d'avoir une vision un peu différente de la situation. Je pense qu'il faut rester très ferme sur cet aspect-là des choses. Et deuxièmement, que l'on prenne bien en compte la situation des élevages de qualité différenciée en Wallonie. Je sais que vous y êtes très attentifs, en particulier les filières plein air et filières bio. Je vous remercie.